Bonsoir et merci à tous d'être avec nous ce soir pour ce 8e débat dans le cadre de Reconstruire ensemble pour parler de mondialisation. Alors, en l'espace de quelques semaines, les échanges internationaux se sont brutalement suspendus, ce qui nous a fait prendre conscience de plusieurs choses. D'abord, de notre dépendance stratégique en plusieurs domaines, ce qui nous a fait nous interroger sur la manière de devenir ou de redevenir plus autonome dans ces domaines et sur la manière dont on pourrait mieux réguler les échanges internationaux. Alors, je voudrais aborder l'ensemble de ces questions avec nos invités ce soir. Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonsoir Thibaut et merci d'être avec nous. Bonsoir, et David Vaillant, économiste, qui est également référent du mouvement pour le 20e arrondissement de Paris et qui est le coordinateur de notre groupe de travail sur la mondialisation dans le cadre de Reconstruire ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir Garance. Alors, de manière très synthétique, je voudrais commencer peut-être par une question un peu générale pour tous les deux. Peut-être d'abord Thibaut Guilluy. À votre avis, que nous dit cette crise de la mondialisation telle qu'elle est en marche depuis 30 ans? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les principaux enseignements et qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne en 2 minutes? Thibaut. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas du tout un regard d'expert comme peut l'avoir David Vaillant sur le sujet, mais ce que ça dit d'abord, c'est que je pense que c'est une invitation quand même à une certaine humilité, en tout cas par rapport à un certain nombre de croyances qu'on a pu avoir sur la mondialisation, sur la spécialisation, sur les optimisations, sur finalement la recherche d'une forme de performance dans le modèle avec des pays qui se spécialiseraient vraiment sur un certain nombre de domaines. On voit bien que toute cette mécanique-là, si j'étais un peu provocateur, elle a pu faire patatras juste avec un pangolin dans un marché de Wuhan. Et donc, ça doit quand même nous amener quand même clairement à réfléchir. On l'a vu très vite finalement dans la première période avec quand c'est la Chine qui a fermé sur les chaînes d'approvisionnement et puis sur les risques que ça faisait peser finalement sur l'ensemble de notre industrie. Et puis ensuite, après, d'ailleurs, on l'a vu aussi sur la question de notre dépendance et d'ailleurs le débat sur la relocalisation des secteurs essentiels, de retrouver notre souveraineté qui, clairement, a été mise à mal dans cette période-là. Et le masque en a été l'illustration. Le masque qui est quand même probablement le produit textile le plus simple à fabriquer et qui a mis à mal le pays qui a quasiment bâti son industrie en étant un des leaders mondiaux de l'industrie textile et je parle en ch'ti et donc je peux vous dire que ça fait mal à ma France et ça fait mal à mes Hauts-de-France. Donc voilà ce que ça dit et puis peut-être une dernière chose, c'est donc que du coup on a un système qui n'est pas résilient. On y reviendra après, je pense, dans les questions suivantes. Et que dans un monde qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain, et où je pense que les crises, quelles qu'en soient les formes, et d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas les anticiper, la nature des crises, la prochaine crise ne sera pas sanitaire, ou en tout cas ne sera pas forcément sanitaire, ça suppose en fait qu'on bâtisse en fait un monde qui soit beaucoup plus résilient. Et la résilience, ça ne veut pas dire que c'est le repli sur soi, mais il faut recréer, à mon sens, des écosystèmes, je dirais, d'autonomie local minimum, des blocs d'autonomie minimum, au niveau plutôt des territoires. Donc ça c'est ce en quoi je crois en tout cas, mais tout en gardant le bénéfice évidemment de la mondialisation en termes d'interaction culturelle, sociale, économique que ça a pu produire. Et donc comment on retrouve un curseur qui soit un petit peu plus équilibré entre finalement le territoire, le local, et puis les liens qui ont été très fertiles à travers la mondialisation de très nombreuses manières et dans tous les domaines. Merci, on va effectivement rentrer un peu dans le détail de ces questions au cours du débat. David, est-ce qu'il faut garder donc le bénéfice de la mondialisation et comment on peut rééquilibrer? Qu'est-ce que ça nous dit là, les semaines qu'on vient de passer?
Moi, j'aime beaucoup le terme d'humilité que tu utilises, Thibaut. Je pense qu'il est important, et il est important dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il nous appelle, il nous invite à une humilité sur la mondialisation qu'on a mise en place, qu'on a laissé faire, d'ailleurs en partie parce qu'elle a été mise en place, mais aussi elle s'est aussi développée un peu par elle-même. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre les apports de la mondialisation qui, de manière historique, sont extrêmement puissants, hein, même en termes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, de sortie de la pauvreté, d'augmentation de l'espérance de vie, qui ne sont pas que des bénéfices commerciaux, et puis d'augmentation également des niveaux de vie et des pouvoirs d'achat dans de nombreux pays, hein, que ce soit des pays d'Europe ou d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, cette vulnérabilité qui s'est rappelée à nos consciences, et face à laquelle on s'est trouvé finalement très très démunis. On avait le sentiment d'être extrêmement finalement très fort, et on a été rappelé à une vulnérabilité intime qui touchait à la santé. Et je pense qu'également on doit repenser les bénéfices de cette mondialisation, à la fois dans leur dimension court terme, long terme, puisque je pense qu'on s'était beaucoup focalisé sur les bénéfices court terme de la mondialisation, et peut-être qu'on avait un peu oublié c'est les bénéfices long terme qu'on souhaitait en tirer, et également les conséquences négatives de long terme qu'elle apportait, et puis également les bénéfices, le partage de ces bénéfices entre ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Et je crois que c'est peut-être un point sur lequel on va passer du temps, mais je pense que c'est un moment intéressant pour repositionner un curseur. Je pense que le thème est important, et donc aussi de faire dans la nuance. Et je crois que c'est pour moi un des points importants, et c'est peut-être une marque distinctive d'En Marche, d'arriver à travailler dans cette nuance et à ne pas être dans le tout pour ou tout contre la mondialisation. Alors, justement, continuons là-dessus. Est-ce que cette nuance et cet équilibre, c'est ce qu'on appelle finalement la souveraineté ou la souveraineté renouvelée, celle qu'on appelle de nos voeux, celle d'ailleurs dont nous parlons depuis plusieurs années? Est-ce qu'il faut finalement, et qu'est-ce que ça veut dire, New Deal européen pour la mondialisation? Alors, Thibaut, je vais peut-être me lancer là-dessus. Je pense que cette question de la souveraineté, elle est intéressante parce que c'est l'occasion finalement de redéfinir ce qu'on met derrière cette souveraineté. Et la souveraineté, c'est pas le souverainisme. C'est-à-dire ce que rappelait Amélie Montchalin il y a quelques jours dans une interview que j'ai trouvée excellente, où elle distinguait le souverainisme et la souveraineté. Et je crois que si une souveraineté aujourd'hui, si souveraineté il y a, c'est une souveraineté de sens, c'est une souveraineté de valeur. Et c'est donc, je pense que les Français et les Européens sont prêts à s'engager sur la voie de cette souveraineté si elle nous permet de développer un modèle que nous mettons en place et que nous proposons aux autres. Après, ils souhaiteront le suivre ou pas, mais que nous proposons aux autres. Et donc, c'est évidemment ce qu'on appelle un New Deal européen pour la mondialisation, c'est-à-dire de nouvelles règles, de nouveaux écosystèmes, de nouveaux équilibres. C'est également, et un point important, une autonomie stratégique, c'est-à-dire d'avoir la capacité à prendre de grandes décisions, ce qui ne veut pas dire qu'on les prendra seuls, mais ça veut dire qu'on a une capacité à peser. C'est évidemment la question des approvisionnements fondamentaux, on y reviendra probablement, c'est-à-dire s'assurer, pas forcément qu'on produit tout, mais qu'on a la capacité à avoir accès à ces biens et ces services fondamentaux. Et puis je pense aussi à proposer des solutions et des valeurs que seront évidemment l'économie verte, la première puissance verte au monde, la résilience dont parlait Thibaut, et puis la solidarité. Je crois qu'on avait beaucoup oublié que la mondialisation doit aller de pair avec la solidarité. Alors, j'ai envie juste de continuer un tout petit peu avec toi, David. On le voit, des articles tous les jours dans la presse. Le mantra de l'après-crise, c'est la relocalisation sur le territoire national dans tous les secteurs stratégiques. Alors, ça veut dire aussi produire plus cher, ça veut dire produire différemment. Est-ce que, justement, c'est l'avenir? Et est-ce que ça ne te paraît pas un peu illusoire? Et s'il fallait choisir justement certains secteurs stratégiques, lesquels on privilégierait? Alors, c'est typiquement, pour moi, l'un des sujets sur lequel il faut savoir faire dans la nuance. Parce qu'en réalité, autour de ce concept de relocalisation, on met plein de choses différentes. Et il y a des tensions entre des objectifs qui sont différents. Il y a une tension entre relocaliser pour avoir la maîtrise d'un approvisionnement,
il y a relocaliser pour l'emploi, c'est pas la même chose et c'est pas forcément les mêmes secteurs qui vont être concernés. Et puis il y a la question du pouvoir d'achat. Et effectivement, la réalité est qu'en Europe, y compris en Europe de l'Est, on a des coûts de production qui sont plus élevés que dans certains pays d'Asie, qui sont plus d'ailleurs objectivement la Chine. C'est aussi d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc je pense qu'il faut probablement repartir des objectifs. Et l'objectif, à mon sens, n'est pas forcément de tout relocaliser, en tout cas de tout relocaliser pour les mêmes raisons. Il existe évidemment des sujets qui sont des sujets d'approvisionnement stratégique, et je pense notamment à la question de la souveraineté sanitaire, où là, la question, c'est soit de produire, soit de s'assurer qu'on ait un accès pérenne à un approvisionnement, ce qui veut dire aussi diversifier nos sources d'approvisionnement. Là, le problème auquel on a fait face, c'est qu'il n'y avait plus qu'une seule ou deux ou trois sources d'approvisionnement. Et ça, c'était un vrai problème. Je pense que sur la question sanitaire, il faut aussi beaucoup penser à l'innovation. Parce que l'innovation sanitaire, c'est les vaccins de demain, et ça n'est pas que les masques. Donc je crois que là-dessus, il y a une première question qui est de dire oui, il existe un certain nombre d'industries ou de secteurs dont il va falloir s'assurer qu'on ait une capacité de production ou d'approvisionnement en France et ou en Europe, ou avec des partenaires. Après, je crois qu'il y a un autre aspect très très différent, qui est, avant de parler de relocalisation, il faut s'assurer qu'on soutient les entreprises en France et en Europe qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles, soit parce qu'elles l'étaient avant la crise, soit parce qu'elles le sont devenues. Et là, très honnêtement, je pense que la France a fait un très bon travail avec le PGE, avec tout un tas de dispositifs de soutien aux entreprises, parce qu'avant de penser à relocaliser, il faut s'assurer que les entreprises ne meurent pas. Ça, je pense que c'est important à court terme. Après, sur la relocalisation, je pense qu'il y a des changements de système, donc parlera probablement Thibaut mieux que moi, qui sont les circuits courts qui, naturellement, amènent de la relocalisation, sans forcément que ce soit l'objectif numéro 1. Mais quand on travaille en circuit court, par définition, on relocalise, par définition, on crée de la qualité, par définition, on crée du lien social. Et après, je pense qu'il faut également pas s'interdire de définir avec les régions, et je pense beaucoup à ça en pensant à Toulouse notamment, un peu ce modèle-là, de dire il existe des industries qui sont des industries stratégiques, fortes, puissantes, sur lesquelles on a en plus des pôles de compétences en France et en Europe, et sur lesquelles on peut construire de la relocalisation, mais aussi de la construction des industries de demain. Thibaut, relocalisation, mode d'emploi. Comment on fait concrètement et quel levier on actionne justement pour que ça marche? D'abord, ce que j'aimerais bien dire, parce que dans votre question, il y avait quand même un petit peu quelque chose qui, à mon sens, ressemble à une croyance, qui est que la relocalisation égale ça coûte plus cher. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire même pas du tout. Pas forcément en tout cas. Effectivement, les motivations d'une relocalisation, elles peuvent être extrêmement nombreuses. Quand il s'agit de produits, il y a la question de l'environnement et puis de la chaîne logistique derrière que ça emporte. Donc, en termes de coûts, de risques. Et d'ailleurs, le risque, en fait, ce que ça montre aussi, c'est qu'on n'internalise pas assez le risque dans le prix, en fait, aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être en tout cas une question qu'il faut se poser de quel est le risque de produire loin est plus important que celui de produire au bout de la rue. Donc, mais en termes d'environnement, en termes d'emploi et de pouvoir d'achat, je pense qu'il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on peut en fait tirer les trois bénéfices et analyser finalement. Enfin, j'aime bien le prisme qui a été évoqué, mais pas forcément seulement poursuivre un seul des objectifs, mais poursuivre les trois. Sur le fabriquer en France moins cher, d'abord, il y a quand même l'industrie 4.0 et donc c'est peut-être avoir une réflexion sur comment on relocalise, mais en articulant peut-être mieux un certain nombre de technologies ou etc. avec les savoir-faire. Aujourd'hui, s'il fallait, en tout cas, nous, on invite à ça, et moi, je pousse à ça, par exemple, la relocalisation du textile, de l'industrie textile, qui a été quand même ravagée. Encore début des années 2000, il y avait 600 000 emplois. Aujourd'hui, on a 60 000 emplois. On a un enjeu. Aujourd'hui, on pourrait très bien relocaliser. Des activités en articulant mieux des savoir-faire technologiques de l'industrie 4.0 avec de la main-d'œuvre. La deuxième chose aussi, c'est
moi, c'est ce que je porte en fait aussi avec mon commissariat, parce qu'à la limite, moi, je suis là pour bâtir une société inclusive. Et donc, en fait, les coûts sociaux, on regarde la question de la production comme un sujet économique, ensuite le sujet de l'emploi et de l'inclusion comme un sujet social. Moi, en fait, j'articule les deux, parce que la France, par exemple, elle a un manque de compétitivité lié à ses charges sociales, aux coûts sociaux, etc. Mais si on articule mieux la production locale et que du coup, ça a des effets d'activation de dépenses passives et qu'on baisse en tout cas les coûts du chômage, des faibles qualifications, etc., et ben en fait, on regagne la compétitivité globale et on peut peut-être réaffecter des baisses de coûts sociaux sur de la baisse de fiscalité de production, par exemple, qui est la fiscalité de production en France, c'est 20 milliards d'euros de trop, je dirais, par rapport à la moyenne européenne. Donc évidemment, vous demandez à n'importe quel entrepreneur qui exporte, il va vous dire, pour relocaliser, il faut traiter ce sujet-là. Mais si on traite ce sujet-là indépendamment de la question sociale, comment on va le financer? Et donc c'est pour ça que quand on importe des usines, et en fait on crée de l'emploi et que du coup on réduit le coût de la prise en charge des personnes au chômage, et là, dans ces cas-là, il y a une économie globale qui peut se penser. Donc moi, je pense qu'il faut changer un petit peu le regard là-dessus. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a qui, ça s'appelle Ma Voix porte, et ils ont fait ils ont interrogé 1700 citoyens sur tiens, ce que la crise faisait de leur... est-ce qu'ils étaient prêts à arrêter des choses? S'ils étaient prêts à arrêter des choses. Et par exemple, il y en a 70% qui disent ouais, vraiment, je vais arrêter, par exemple, d'acheter des fleurs coupées en Hollande qui ont fait 3 fois le tour de la planète. Je vais manger vraiment différemment et je vais arrêter de manger des fruits ou des légumes qui ont fait 2800 km en moyenne avant d'arriver dans l'assiette, etc. Je vais arrêter le tourisme low cost là-dessus et donc je vais changer mes comportements. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là en fait qui est derrière la relocalisation. C'est un sujet culturel, tant du point de vue du consommateur de prendre conscience de derrière le produit de consommation, qu'est-ce que ça implique et là, le niveau de conscience s'est élevé, à mon avis, dans le pays à travers cette expérience-là. Mais maintenant, c'est comment ça ne se perd pas, comment on ne ferme pas la parenthèse Covid pour repartir comme en l'an 40. Donc ça, je pense que c'est important qu'on ait une vraie réflexion en profondeur et que du coup, le rendez-vous que vous proposez, par exemple, ce soir est intéressant à ce niveau-là. Et c'est aussi une bataille culturelle sur le produire en France. Parce que je pense que collectivement, moi je l'ai vu pour faire fabriquer des masques, j'ai mobilisé une centaine d'ateliers d'insertion et de handicap pour fabriquer des masques. J'ai la fierté de dire que ces acteurs du handicap et de l'insertion, ils auront produit en 2 mois, alors qu'ils ne savaient pas ce que c'était, 18 millions de masques textiles. On est parti de zéro. 18 millions en 2 mois. Mais ça m'a permis aussi cette expérience de voir l'abandon, par exemple, juste là sur le secteur du textile, du produire en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas fabriquer une étiquette, que pour pouvoir trouver des élastiques, il faut redresser l'entreprise qui est au bord du gouffre. Que le produire en France, si vous voyez un banquier ouvrir une usine et financer l'ouverture d'une usine, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, c'est ce sujet-là qu'on a aussi devant nous. C'est quand même une bataille un petit peu culturelle. C'est pas que la fiscalité, c'est pas que la bataille des compétences, c'est pas que les ingrédients, mais c'est aussi une décision qui est politique et collective. Merci beaucoup. Donc là, tu évoques le Made in France, il y a aussi le Made in Europe. Donc il y a la question aussi qu'on peut se poser, c'est la bonne échelle de la relocalisation. Est-ce que, première question, il n'est pas plus optimal pour certaines industries ou pour certains produits et biens d'axer plutôt vers une relocalisation à l'échelle européenne plutôt que nationale? Et dans ce cas-là, effectivement, est-ce que ça pose la question des grands gagnants de cette relocalisation plutôt vers l'Est de l'Europe pour simplement des questions de coûts salariaux? Et est-ce qu'on a intérêt, du coup, à favoriser ces options par rapport au modèle actuel? Je ne sais pas si Thibaut et David, peut-être, vous avez une perspective là-dessus?
Moi, je peux répondre peut-être en micro, puis comme ça, après, d'ailleurs, David, il redonnera de l'ampleur aux propos, mais euh, euh, moi, je pense que évidemment, du coup, ça pose la question d'abord de quelle Europe. Enfin, voilà, sans trop ouvrir le débat, mais évidemment, si on a une Europe à double, triple ou quadruple vitesse, avec des fiscalités, des règles sociales, des règles environnementales qui sont différentes, et donc ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure David sur le modèle. Enfin, je veux dire, le choix de modèle là-dessus et de positionnement quand même européen. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialement pour seulement le produire en France. Enfin, je suis plutôt pour le made in local quand même, pas plus que le made in France. Je vais prendre un exemple, par exemple. Vous prenez le t-shirt. Typiquement, le t-shirt, là, nous, aujourd'hui, on est en train d'étudier comment on pourrait relocaliser le t-shirt, hein, qui se fait quand même globalement plus en France. En tout cas, on peut le fabriquer en France, mais par contre, le coton, il est plutôt en Grèce. Et en termes d'empreinte écologique et de logique de bon équilibre d'ailleurs au pouvoir d'achat, impact écologique et impact pour l'emploi. La confection, on peut l'imaginer en France, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça peut générer des emplois. Puis en plus de ça, un t-shirt, on porte avec soi des valeurs, une histoire, etc. Ça peut faire sens, mais c'est pas forcément, on ne trouvera pas la réponse seulement en le pensant qu'à l'échelle française là-dessus. Ensuite, après, sur l'industrie automobile, puisque je prends un deuxième exemple, on parle de produire en France là-dessus. Vous avez une activité, enfin les faisceaux électriques. Les faisceaux électriques, c'est 30 000 emplois pour équiper en faisceaux électriques les voitures européennes. Là, ça a du sens d'avoir des petites usines qui fabriquent ces faisceaux électriques à proximité de l'usine qui l'utilise. Ça a du sens pour la supply chain, parce que ça évite en fait d'avoir des stocks. Ça augmente la productivité et puis l'efficacité, je dirais, industrielle de l'écosystème. Et puis, ces usines, les faisceaux électriques, c'est accessible, y compris pour des personnes en situation de handicap ou qui vont découvrir l'univers industriel, apprendre un petit peu l'univers industriel, et donc du coup créer un écosystème autour de l'usine de compétences, de familles qui parlent industrie, de territoires qui parlent industrie, ou etc. Là-dessus. Et là, c'est peut-être plus intéressant de penser vraiment sur de l'ultra local. Voilà. Donc, le sujet quand même côté en tout cas moi le made in local. Ce que je veux aussi dire, qui me semble très important, c'est que du coup ça implique de renforcer nos politiques de coopération. Je pense notamment à l'Afrique. Je pense qu'il y a un arc entre l'Europe et l'Afrique à faire, parce que si on a une tendance à relocaliser un certain nombre d'activités, je pense que c'est important de penser à, OK, mais dans les grands équilibres mondiaux, comment on peut appuyer aussi la stabilité et puis la perspective en fait de progrès dans tous les continents, et notamment sur l'Afrique, compte tenu d'un certain nombre de raisons que beaucoup connaissent. David, est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Moi, je rejoins largement ce que dit Thibaut, donc je ne vais pas être très très long. Je crois que ce moment est globalement, et au-delà de la question uniquement des relocalisations, je pense que c'est une opportunité pour l'Europe de se reconstruire, de se redéfinir et de se rapprocher. Et se rapprocher, ça veut dire qu'on ne considère pas qu'on est de manière un peu basique dans une concurrence généralisée entre États, mais plutôt qu'on a une réflexion collective à mener sur les chaînes de valeur. C'est exactement ce que disait Thibaut, et j'aime beaucoup ton exemple sur le t-shirt et le coton. C'est également une articulation intelligente entre l'échelon européen, les pays, les régions et le très local. Pour ça, je faisais référence tout à l'heure aux questions de région. Je pense que sur des grands secteurs stratégiques, ce qui n'est pas exactement c'est un point un petit peu différent de celui que tu mentionnais, Thibaut. Sur des grands secteurs stratégiques, je pense qu'effectivement, on a intérêt à identifier des régions qui sont des pôles de compétences, parce qu'il y a de l'université, parce qu'il y a du savoir-faire, parce qu'il y a de l'histoire, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a de la dynamique démographique aussi.
et collectivement au niveau européen d'identifier ces lieux-là comme étant des pôles de compétences européens qui vont travailler avec d'autres pôles de compétences européens. Il y a toujours l'exemple d'Airbus, mais je crois que ce n'est pas le seul et je pense que ça ne peut pas être le seul. Il y a aussi tout un tas de chaînes de valeur qui fonctionnent très très bien en Allemagne et avec lesquelles on peut s'insérer, on peut travailler. Et puis je crois que tu posais tout à fait bien la question du rapport aux autres pays, aux autres continents. Je te souscris absolument pour avoir beaucoup travaillé en Afrique, sur l'importance d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique, sur des bases qui soient des bases probablement un peu différentes et qui reconnaissent le fabuleux potentiel de l'Afrique et également l'extraordinaire diversité de l'Afrique. Puisqu'on a une diversité au sein du continent qui est largement aussi importante que celle qu'on a en Europe, et ce qui nous permet de travailler avec les pays africains de manière différente. Puis dernier point, la question de la convergence. Il est évident que la convergence sociale, elle doit faire partie de ce dialogue, et la convergence sociale et la convergence environnementale doivent faire partie de ce dialogue. Si effectivement on veut travailler sur des chaînes de valeur, il faut aussi qu'on parle d'une convergence sociale à terme, et qu'on parle de rythme, qu'on parle de durée, qu'on parle de temps, et qu'on se donne le temps de cette convergence. C'est d'ailleurs l'un des points sur lequel on avait beaucoup insisté au moment du programme européen. Juste, désolé, mais juste sur ce point-là, effectivement, de la convergence, vous prenez, d'ailleurs, Muriel Pénicaud, là, elle est en train de pousser encore sur la question du détachement du personnel, et cette crise, je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant la crise, par exemple, dans le secteur agricole, par exemple, dans un certain nombre de secteurs essentiels, il y avait une vraie problématique de main-d'œuvre. Vous avez eu l'histoire, par exemple, pour ramasser les asperges ou les fraises, etc. Et où je pense qu'il y a la question de la convergence, effectivement, des règles sociales, mais il y a aussi l'abandon, d'une certaine manière, des efforts qu'on a fait pour trouver, motiver, créer les conditions de travail et de qualité de travail et de rémunération, etc., qui fassent que on ne peut pas dire qu'en France, il n'y a pas des gens qui sont capables de ramasser des asperges ou de ramasser des fraises. Et d'ailleurs, quand on a fait un appel à volontariat, on en a trouvé plein qui sont venus pour jouer le jeu de ça. Je pense que ce type d'abandon où on voit des personnes des pays de l'Est dans des mauvaises conditions venir en France pour faire des choses parce qu'on n'a pas créé les conditions pour ça, c'est mortel pour je pense que c'est un danger assez mortel en fait pour l'Europe. D'ailleurs, la montée aussi des extrêmes est aussi liée à ce type d'abandon-là. Et moi, cette crise, elle doit nous enseigner de quand même le plus jamais ça, pour employer peut-être un peu un grand mot, mais de se dire qu'est-ce qu'on a raté collectivement et qu'on doit changer. Et là, pour le coup, pas dans le temps long, mais dans le temps court. Il faut qu'on aille vraiment assez vite sur ces sujets-là. Ça fait, écoute, une excellente transition il y a pas mal de questions d'internautes là sur ces sujets. Juste, je voudrais à ce stade vous faire part du commentaire de Benjamin, qui, à mon avis, fait assez écho à ce que vous venez de dire tous les deux. Benjamin, pardon, je l'avais il y a 2 secondes, qui nous dit... J'ai perdu le commentaire de Benjamin, qui était tout à fait... Benjamin qui nous dit « Est-ce que la souveraineté ne commence pas par des citoyens européens acteurs et la définition d'un nouveau projet de société ?» J'imagine de société aussi européenne. Je ne vous demande pas de commenter ça, mais je pense que c'est vraiment la même préoccupation. Et vous parliez d'ailleurs tous les deux de convergence sociale et de l'importance de ce débat, justement dans la définition d'ailleurs peut-être de l'Europe que nous voulons demain. Laurence nous demande et vous demande, est-ce qu'il n'est pas, donc ça fait référence à la convergence aussi des valeurs, à la convergence démocratique, est-ce qu'il n'est pas dangereux de choisir l'Europe pour notre souveraineté, alors que naissent à l'Est des démocraties illibérales et des régimes autoritaires? David ? Alors, je rejoins tout à fait le premier point sur le projet de société on rejoint une question un peu ontologique qui est de dire derrière cette Europe qu'on a construite au travers de l'économie, on avait un objectif qui était un objectif qui allait bien au-delà, qui était l'objectif de créer une solidarité entre les peuples, et l'économie était un moyen. C'est très important. Et je crois que c'est toujours le cas, et
on en parlera peut-être tout à l'heure de politique de concurrence, mais je crois que l'Europe nous a beaucoup considérés comme des consommateurs, alors que ontologiquement, enfin je ne vais pas citer Marx, mais on est aussi des créateurs, on est aussi des producteurs, on est aussi des participants à la société et donc des citoyens. Donc je rejoins absolument le commentaire et je crois que ce nouveau modèle européen de mondialisation doit être cela, doit participer de ça, doit participer de cet effort et de cette envie de recréer des valeurs. La question de la souveraineté, qui est la deuxième question, est de mon point de vue potentiellement plus complexe, parce qu'effectivement, on voit au sein de l'Europe et aussi en France, on voit cette tentation en réalité d'abandonner de la démocratie au profit on ne sait pas forcément quoi, mais au profit d'un sentiment de sécurité ou de contrôle ou de maîtrise un peu plus fort. Je crois à l'inverse que si on donne du sens, si on donne de la direction, si on réinjecte des valeurs dans la politique, on aura peut-être moins besoin de se tourner vers ce désir d'emprise. Je crois que fondamentalement, derrière les démocraties libérales, il y a un désir d'emprise, il y a cette peur de la perte de contrôle sur son destin. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se livre à une vraie introspection. Si les citoyens ont peur de perdre la maîtrise de leur destin, c'est à nous de proposer justement un projet qui inclut cette dimension de capacité de choix et de sortir du « on fait parce qu'on n'a pas le choix ». Est-ce que ce nouveau projet, à ton sens, doit inclure des questions de souveraineté technologique? Aucune grande entreprise numérique, évidemment, n'est française ni européenne. Est-ce qu'il est temps de remédier à cette situation? Si oui, comment? Est-ce qu'on a les moyens en Europe, concrètement, de faire émerger un Google européen? Alors oui, évidemment, il faut parler de souveraineté technologique. Il faut parler aussi de souveraineté industrielle. Je pense qu'on en a beaucoup parlé avec Thibaut, qui a des idées, je pense, assez fortes là-dessus. Oui, évidemment, il faut parler de souveraineté technologique et il faut parler à plusieurs titres. Il y a la question toujours présente de l'utilisation des données et je pense que la notion d'un statut pour les géants du numérique, je pense que la promotion de l'open source sont des enjeux assez critiques parce que aujourd'hui, les données que nous utilisons, que nous donnons, sans réellement en avoir conscience et surtout sans en avoir le choix, sont le cœur de la valeur de ces entreprises. Et donc oui, je pense qu'effectivement cette question-là, elle se pose de manière clé de ce point de vue-là. Je pense également qu'il existe, donc ça c'est un peu une dimension, je dirais pas défensive, mais beaucoup plus de remise, de repositionnement du curseur de ce que nous donnons aux entreprises du numérique. Après, il y a une question qui est un petit peu différente, qui est la question de l'innovation. Et la question de l'innovation, elle se décline à plusieurs niveaux. Je pense qu'on a effectivement besoin, et on avait parlé à plusieurs reprises, de permettre une recherche qui soit une recherche pan-européenne avec une agence européenne de l'innovation de rupture, qui est sur le modèle du DARPA américain et dont on a vu qu'il avait considérablement essaimé dans le secteur privé américain. Donc ça, je pense que c'est un vrai projet européen. Et puis après, il y a tout un tas de réflexions je dirais à des niveaux beaucoup plus locaux ou régionaux sur comment on peut créer des conditions d'innovation, que ce soit par des dispositifs de financement, que ce soit par des dispositifs de formation, que ce soit par le lien entre la formation, les universités, les centres de recherche, les entreprises et les pouvoirs publics, toute cette notion de cluster, où là, je pense qu'il y a réellement une question d'approche et presque de mentalité qu'on doit changer pour permettre justement l'éclosion de ce genre d'acteurs. Tu évoquais, je te pose une dernière question sur ce sujet-là, parce que tu évoquais dans la question précédente le rôle possible de la politique et du droit de la concurrence européen. Qu'est-ce qu'il faut? On a porté ça effectivement pendant la campagne européenne. Qu'est-ce qu'il faut bouger aujourd'hui pour faire émerger ces acteurs puissants et regagner de la souveraineté, notamment dans ce domaine? En fait, fondamentalement, si on prend un peu un pas de recul sur ces questions-là, je pense que c'est avant tout une question de place du concept de concurrence dans ce qu'on appelle la politique économique européenne.
C'est-à-dire que pour des raisons historiques, puisqu'on a commencé par créer un marché commun, la politique de la concurrence a été au cœur de la politique économique européenne. C'est un peu le premier pilier de cette politique. Je pense qu'il faut mettre cette politique en équilibre avec d'autres objectifs, dont la politique industrielle, dont la politique technologique, dont la politique de l'emploi. Donc il y a déjà une question de rebascule des objectifs. Après, dans un niveau beaucoup plus, beaucoup plus opérationnel, je pense qu'il faut prendre en compte, et on voit d'ailleurs que la Commission évolue sur ces questions-là. Ce n'est pas du tout des questions qui sont ignorées, je pense, par l'Union européenne aujourd'hui. C'est évidemment déjà de prendre en compte les conditions du marché chez nos concurrents internationaux. C'est-à-dire que c'est très bien d'appliquer la concurrence à nos entreprises, c'est très bien de nous assurer que nous ayons une politique de concurrence, mais il faut bien aussi prendre en compte les conditions de concurrence des pays dont émergent des entreprises qui viennent chez nous. C'est-à-dire que les entreprises américaines, les entreprises chinoises, les entreprises indiennes n'ont pas nécessairement les mêmes conditions de concurrence chez elles que nos entreprises. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Après, il y a des questions de marché pertinent, mais je crois surtout le fond, c'est la question de la place de la concurrence dans l'ensemble de nos objectifs et de nos outils de politique économique. On n'a pas beaucoup parlé, tu l'as évoqué, David, mais de la place de l'innovation dans notre pays. C'est peut-être plutôt vers Thibaut que j'ai envie de me tourner maintenant. Est-ce que tu as en tête des leviers particuliers pour stimuler l'innovation dans ce pays qui nous permettrait effectivement de réaliser l'agenda dont on parle depuis tout à l'heure? Ouais, la question de l'innovation, c'est un sujet assez vaste. Moi, cela dit, j'ai envie de. On a quand même des entreprises. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux, mais on a quand même une capacité d'innovation en France qui est tout sauf négligeable. On a des grandes entreprises qui sont des leaders mondiaux et qui sont devenus des leaders mondiaux aussi à travers leur politique de R&D et puis d'innovation. D'ailleurs, quand on voit Sanofi, entreprise française, elle a sa capacité d'innovation. Simplement, après, si vous avez une capacité d'innovation, mais que vous ne la mettez pas spécialement au service du développement du territoire dans lequel vous êtes, c'est là où peut commencer à se poser certaines questions. Vous prenez capacité d'innovation dans le textile, puisque j'ai exploré un petit peu le sujet. Probablement que l'entreprise qui a le plus de capacité dans le domaine, c'est Decathlon. Decathlon, c'est une entreprise absolument extraordinaire d'un point de vue capacité à innover, à développer et des produits et des process de production et maîtriser des process de production. On travaille plus de 500 000 personnes dans le monde. Donc la question qui se pose, c'est comment cette capacité d'innovation et dans les produits comme dans les process, on la met au service d'un projet de société justement et donc d'équilibre d'écosystèmes de production plus locaux, etc. Enfin, de servir un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Ouais, donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là en fait on est au service de quoi, et pour revenir sur la première phrase de David tout à l'heure, l'Europe, l'économie devrait être au service d'un projet européen et pas l'inverse, mais ça pose la question. En fait, l'économie s'est mis, l'Europe s'est mis au service de l'économie et l'économie se met au service du profit. C'est pour ça que moi j'étais assez fier avec En Marche qu'on ait porté le changement sur le code civil de l'article 1806, parce que globalement de dire en fait l'entreprise, quel est son but, à quoi elle sert. La loi Pacte, c'est une grande avancée, etc. Mais je pense que là typiquement on tire une idée de remettre l'économie et l'entreprise au service d'un projet de société, au service de l'humain, au service de la planète, etc. Mais de se créer l'architecture juridique qui permet de servir ça, et que j'espère on va réussir à partager dans un projet européen à l'intérieur, après d'ailleurs de la mondialisation. Donc l'innovation, je pense qu'elle peut être aussi sociale,
c'est l'innovation technologique, mais je pense que l'Europe et la France en particulier doit aussi être capable de réinventer justement cette dimension sociale, parce que la technologie au service de quoi c'est la même chose que l'économie au service de quoi. Et il me semble que là, pour le coup, la France a un certain nombre d'atouts, l'Europe a un certain nombre d'atouts. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir proposer et de travailler à l'époque avec Michel Barnier il y a maintenant 10 ans justement à un pacte européen pour l'innovation sociale en Europe. Je pense que la manière de développer les achats responsables, la manière de développer la finance responsable, la manière de développer des coopérations à travers l'économie sociale et solidaire, etc. Il y a énormément de sujets fertiles. On a une capacité d'innovation sociale en France et en Europe qui est très forte, et que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, et que c'est peut-être aussi là qu'on pourra tirer le fil d'une réinvention justement de notre modèle auquel le président de la République nous a invités lors d'un de ses derniers discours. Merci. Si je vous écoute là depuis le début, je pense qu'on peut dire qu'il y aura, en tout cas, il y a une volonté assez claire d'opérer donc des relocalisations sur le territoire national, sur le territoire européen, dans certains domaines. Mais évidemment, la mondialisation ne va pas s'arrêter. On n'est pas du tout dans un processus de démondialisation, ce qui pose la question, et que tu viens d'aborder sous certains aspects, Thibaut, de la manière de la réguler mieux, de la rendre plus équitable, en tout cas de la rendre plus acceptable aux yeux de nos concitoyens qui la voient plutôt comme une menace que comme une opportunité. Donc, comment, peut-être même en une mesure, une phrase, une proposition, on opère un peu ce changement, comment on la rend plus équitable en projetant notre propre modèle. Donc, j'entends qu'effectivement, cette crise nous dit qu'on a besoin de réinventer un modèle national et européen dans la mondialisation. Comment on fait pour projeter ce modèle dans la mondialisation à l'égard de nos concurrents, et de s'assurer aussi que nos entreprises multinationales se comportent correctement aussi dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et soient porteuses également de ce nouveau modèle plus équitable. David, peut-être ? Oui, alors ta question, elle est très intéressante, et elle me fait penser à quelque chose qui me frappe tout le temps, très souvent, c'est combien l'Europe oublie parfois son importance et son poids. Et une fois qu'on a compris cette importance et ce poids, on peut l'activer et donc en créer une dynamique, et le mettre en dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Europe, c'est peut-être la deuxième ou la troisième, suivant la manière dont on mesure l'économie mondiale. C'est l'un des 2 premiers marchés mondiaux. C'est une réserve d'épargne colossale et c'est un réservoir de talents extraordinaire et une capacité d'innovation. Et on a 2 approches finalement vis-à-vis de ça. Soit on peut le regarder et simplement l'ouvrir un petit peu à tout vent, ou alors on peut s'en servir pour peser. On peut s'en servir pour peser dans des discussions qui seront des discussions bilatérales, mais aussi et surtout des discussions multilatérales pour justement promouvoir ce modèle. Et fondamentalement, ce que moi je défends, c'est qu'on active l'Europe. Je veux qu'on active l'Europe. Je veux que ce poids, que cette capacité à peser se transforme en capacité à proposer et à influencer. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que conditionner l'accès au marché européen à des exigences sociales, à des exigences sanitaires, à des exigences numériques, à des exigences environnementales par ce qu'on a pu appeler une directive éthique, ça c'est une mesure forte, et c'est une mesure forte en plus politiquement. Ce n'est pas que de la mesurette, loin de là, c'est vraiment des mesures qui sont fortes politiquement. Donc je crois que cette conditionnalité elle est importante. Je crois que la réciprocité, pour être très, très pragmatique, en matière de marché public, c'est un point très important, puisque nos marchés publics sont très ouverts. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les régions au monde. Or, c'est un impact évidemment colossal. C'est un impact pour nos PME.
qui ont besoin d'accéder au marché public, surtout dans des périodes difficiles économiquement. Et puis, bien évidemment, c'est la conditionnalité sur les accords de libre-échange, avec une place particulière aux normes environnementales. Donc, je crois qu'on a en réalité, beaucoup plus qu'on ne le pense, une capacité d'influence, une capacité d'activer nos principes et de les proposer, de les mettre en œuvre, pas nécessairement de les imposer, mais de les proposer et d'influencer autour de ces principes. Et à nouveau, je ne parle pas que de principes économiques, mais je parle réellement de principes de société. Merci à tous les deux. Je voudrais peut-être prendre encore 5 minutes, si ça vous va, pour prendre quelques questions d'internautes qui sont nombreuses. Peut-être une première question pour Thibaut, de Monique, qui nous demande comment mieux nous éclairer quand on achète, et est-ce qu'il faut systématiser l'étiquetage Made in France. Donc c'est vraiment la question sur oui, des consommateurs qui sont plus responsables, mais comment on accompagne ces consommateurs dans leur choix. Bon, alors, j'aime bien cette question parce que elle a le mérite maintenant de rentrer vraiment dans les aspects pratiques. Alors, du coup, il y a d'abord effectivement un enjeu clairement d'information, de transparence et puis d'accès à l'information sur quel est le produit et qu'est-ce qu'il y a derrière le produit. On voit le succès de l'application Yuka. Alors, l'avantage sur Yuka, c'est que y a quand même déjà des bases de données qui permettent vraiment de dire sur un produit, sur les produits alimentaires, on a tout un tas d'informations, par exemple, et donc on peut faire des bases de comparaison, etc. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui de tous les produits. Par exemple, le Made in France. Ça veut dire quoi? Parce que des produits qui sont made in France, est-ce que c'est assemblé en France, confectionné en France, avec la matière première qui vient de France, etc. Donc, on a un vrai enjeu de donner de l'accès aux consommateurs sur, en fait, qu'est-ce qu'il porte. Ensuite, après, derrière, je pense qu'il y a un deal à avoir avec les entreprises, notamment ceux qui commercialisent, ceux qui mettent sur le marché les produits, parce que on a tendance quand même à souvent dire nous en fait on donne ce que veut le consommateur, mais si c'était vraiment ça, pourquoi on investirait des milliards et des milliards d'euros dans la publicité et donc et dans le marketing et la publicité? C'est bien qu'il y a évidemment, on essaie d'orienter le choix du consommateur là-dessus, et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la place de la publicité et du marketing et comment on remet plus de la valeur dans le produit et puis un petit peu moins, voire beaucoup moins dans la publicité, sinon pour informer sur le produit. Sur le produit. Vous prenez le modèle par exemple de Veja que j'aime beaucoup. Moi j'ai eu la chance de les accompagner depuis leur création. Typiquement c'est des baskets. Elles sont plutôt chic et chouettes. Enfin voilà, vous n'avez pas l'air de, vous remettez pas en cause le côté fashion du produit. Et puis derrière, c'est du coton biologique, c'est du caoutchouc naturel, c'est de la logistique solidaire faite par des personnes en insertion en France, créatrices d'emplois. C'est un produit qui est 100% éthique. Comment il fait ça? Et en fait, là où vous avez une paire de Nike que vous achetez le même prix à 120 € ou 130 €, je sais pas trop, en magasin, en fait, vous avez 80 € ou 90 € de marketing et de publicité. Veja, en fait, il a supprimé le marketing et la publicité, il l'a mis dans le produit, et le produit, le consommateur le comprend, le découvre, et du coup, il en parle, et le produit devient le marketing et la publicité du produit. Donc, je pense qu'il y a un sujet d'information. Il y a un sujet après derrière quand même de responsabilisation et de prise de conscience aujourd'hui des industriels et des commercialisateurs là-dessus. Et donc là, on a un vrai sujet sur lequel on peut avancer et où il me semble que de plus en plus d'entreprises et de chefs d'entreprise sont prêts à ça et ont conscience qu'il va falloir shifter. Merci. J'ai deux autres questions, peut-être pour tous les deux, là, qui sont un peu plus macro. Il y a Patrick qui nous demande
C'est une bonne question. Pourquoi craindre le coût élevé de la main-d'œuvre en France à l'heure de la robotique et des imprimantes 3D? Et je vous pose du coup la deuxième, qui est une question de Lucie, qui nous dit: ça fait 15 ans qu'on parle de nouvelle mondialisation et la nécessité de réguler la mondialisation. Il y a 10 ans, il y a eu une crise économique énorme et en fait, ça n'a fait aucune différence. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis? David, tu peux commencer? Alors, sur le premier point qui est la robotisation, je comprends l'argument. De toute façon, la robotisation, elle conduit. Alors, premièrement, elle ne touche pas tous les secteurs et pas dans les mêmes proportions. Deuxièmement, c'est pas un phénomène nouveau, la robotisation. Et comme tous les phénomènes de développement technologique, ça fonctionne aussi par saut. Donc peut-être qu'on a aujourd'hui un saut avec les imprimantes 3D. Objectivement, on ne sait pas tout à fait. Je ne suis pas certain que ce soit aussi clair que ça. Comme on a eu un saut très très fort avec la robotisation des chaînes de production dans l'industrie il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc c'est un phénomène qui existe et qui existe dans l'histoire économique et dans l'histoire industrielle. Ça n'empêche pas que derrière, soit les robots, soit dans les chaînes de valeur, indépendamment de la présence de robots, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes. Et donc, il y a encore une question de coût du travail. Donc, je crois qu'il ne faut pas... alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas du tout, mais je crois que la robotisation ne va pas, et je l'espère, mettre de côté la question du coût du travail, parce que ça veut dire que la robotisation mettrait de côté la question du travail. La question, elle se pose à mon sens différemment, c'est que la robotisation, elle va graduellement continuer à bouleverser les processus de production, et donc il faut beaucoup plus la prendre en compte dans la manière de qu'est-ce qu'on relocalise, qu'est-ce qu'on transforme au sein de notre appareil industriel. C'est beaucoup plus comme ça que j'aborderai la question. Alors, sur la question de Lucie, sur qu'est-ce qui a changé? Alors, moi, je pense que la crise que nous traversons, elle est d'une nature très différente de la crise de 2008, notamment par son origine. Et on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, le système financier européen, il a plutôt bien tenu au travers d'une crise qui était une crise absolument majeure. Donc, je crois qu'il y a eu sur ces thèmes-là, par rapport à 2008, un arsenal et une prise de conscience très très forte des régulateurs pour consolider des pans entiers de l'économie, y compris l'industrie financière. Je ne crois pas qu'on en soit au même point qu'on en était en 2008. Maintenant, sur le pourquoi ça changerait, si je peux me permettre de rajouter, en tout cas, je note que c'est quand même la première fois que le monde entier, ou quasiment, simultanément, est touché par la même crise. Je pense que ça suffira pas, évidemment, puis on voit bien la diversité des réactions politiques qu'il peut y avoir par rapport à la même situation, mais quand même, c'est la première fois que le citoyen mondial, on va dire, est touché simultanément par la même chose. Il y avait quand même, à un moment donné, plus de 4 milliards d'humains qui étaient en confinement. Donc, ça peut inviter je pense que ça va inviter à un certain nombre de changements et de réflexions sur lesquels la conscience qu'on est sur la même planète et que du coup, les régulations doivent se faire plus à ce niveau-là. Je pense que c'est la première fois que n'importe quel citoyen, c'est vraiment au niveau du citoyen que la conscience peut se faire. Et puis la deuxième chose, je pense, c'est quand même la réflexion sur qu'est-ce qui est le plus important. Et quand même la question de notre système capitaliste, en fait, à mon sens. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je reviens sur la question de l'objectif de l'entreprise. Moi, je pense que le profit est à l'entreprise de ce que la santé est à l'homme. Il faut du profit, évidemment, pour pouvoir bâtir un projet d'entreprise, mais on ne vit pas pour être en bonne santé. On a besoin d'être en bonne santé pour vivre, vivre des projets. Je pense que cette question-là, quand même, est à la source de pas mal et à la fois de difficultés, de fractures, d'inégalités,
et qu'on l'a parfois trop justement pris avec une approche idéologique et dogmatique, là où il faut se dire si l'essentiel c'est l'humain et la planète, mais que pour ça on a besoin après derrière d'un système pérenne et donc d'une économie pour servir ce projet de société, il y a une vraie réflexion à mener et typiquement moi c'est à la base d'un de mes engagements dans En Marche et dans la politique de manière plus générale, et je pense que c'est un débat ouvert sur lequel il faut qu'on continue d'avancer. Alors, pour terminer, je vous propose de vous poser la question rituelle que nous posons donc à la fin de chacun de nos débats. Si vous étiez, donc une réponse pour chacun bien sûr, si vous étiez Emmanuel Macron, quelles mesures prendriez-vous en la matière, évidemment, s'il n'en fallait qu'une? Thibaut. Libérer vraiment les énergies. Je pense que face aux crises et pour être résilient, je crois beaucoup plus à l'intelligence collective qu'au centralisme technocratique. On est un pays qui est pris depuis, on a laissé se sédimenter finalement depuis 40 ans des couches et des couches de technocratie, de technostructure, etc. Et que c'est le meilleur moyen pour ne pas savoir anticiper et puis surtout répondre aux crises. On vit maintenant dans un monde, en plus de ça, qui est beaucoup plus volatile, incertain, imprévisible que du temps du commissariat au plan, et que du coup, ça nous invite vraiment à une transformation vraiment radicale pour faire confiance et développer la culture de coopération, le désilotage et la pensée solution et facilitatrice de l'État. Voilà. On l'a vu dans la crise, vous avez vu dans l'hôpital, la médecine de ville et puis la médecine d'hôpital travailler ensemble, dans le secteur éducatif, les entreprises qui se sont mobilisées aux côtés des associations et des pouvoirs publics, des enseignants, etc., pour apporter des réponses. Je pense que si j'avais une décision à prendre, ou en tout cas à dire à Emmanuel Macron, c'est il est temps de libérer les énergies et de passer à un autre modèle que la technocratie. David. Alors c'est très pénible de parler de passer derrière Thibaut, parce qu'il pense beaucoup de choses très intelligentes et auxquelles j'adhère absolument. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Peut-être le point que si j'avais un deuxième point à faire au-delà de ce que tu disais, Thibaut, auquel je souscris absolument, c'est de rappeler combien l'Europe est un projet et que derrière toutes les conceptions économiques qu'on met, il y a fondamentalement des valeurs et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a envie de valeurs. Et ça, c'est très très fort. On le sent dans nos apéros Skype respectifs, dans nos discussions avec nos amis, dans nos discussions avec nos familles. On sent qu'il y a cette envie de valeurs, cette envie de projet, cette envie de modèle, et cette envie de quelque chose de différent, non seulement de ce qu'on a construit précédemment, mais aussi de ce qui nous est offert comme modèle par d'autres pôles ou par d'autres puissances. Et je crois que si nous devions proposer quelque chose, ce serait justement de réincarner cette Europe, de la réactiver, et de la réactiver autour de ces quelques valeurs que sont une vraie autonomie stratégique, un positionnement de dialogue et d'ouverture multilatérale qui n'est pas de la naïveté, mais qui est un dialogue structuré, qui serait derrière cette notion de puissance verte à laquelle je crois beaucoup, et qui est derrière un modèle social et sociétal ouvert et solidaire. Merci David, et merci à tous les deux pour vos explications, vos idées, vos éclairages sur ce sujet qui est un sujet évidemment complexe, mais je suis sûre qu'on en sort déjà beaucoup plus au clair qu'à 18h. Donc il est 18h59. Je vous rappelle juste deux choses: que vous pouvez continuer à contribuer et à répondre à la consultation sur la mondialisation qui est en ligne depuis mardi.
Et on attend donc vos nombreuses idées et apports pour pouvoir ensuite, grâce à David et à son groupe de travail, construire des propositions sur la base de ce que vous nous direz. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un moment sur l'Europe. Merci à tous. Merci Garance, merci Thibaut. Merci beaucoup. Bonne À soirée. bientôt.